De nos jours, l'anesthésie réanimateur doit répondre à des demandes de plus en plus nombreuses de la part des chirurgiens, mais aussi de la part des patients. Il est amené à prendre en charge des patients de plus en plus fragiles pour des chirurgies de plus en plus variées. Son rôle est de permettre aux patients de bénéficier de ces techniques avec un minimum de répercussions physiques et psychologiques liées à l'anesthésie en période post-opératoire. Il est donc important pour lui aussi de maîtriser plusieurs techniques d'anesthésie afin d'offrir au patient la prise en charge la plus adaptée à ses besoins. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'utilisation de l'hypnosédation. Cette technique associe hypnose, sédation consciente et infiltration du champ opératoire par des anesthésiques locaux. Elle met le patient en état de conscience modifié qui permet au patient de rester confortable en cours de chirurgie. Elle permet également de gérer les perceptions douloureuses que pourrait ressentir le patient. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui nous sommes trois, Paul Aubourg, Gabriel Poujardieu et Antoine Dejean, pour la présentation de notre TPE. Donc pour notre TPE, nous avons décidé de nous pencher sur une idée novatrice dans le domaine de la santé dont on entend beaucoup parler, et c'est donc l'usage médical de l'hypnose. À la fin des années 1950, les recherches sur l'hypnose connaissent un véritable essor, grâce aux différents travaux menés par le américain Ernest Hilgard et le canadien André Weizenhofer, qui travaillent tous les deux dans le campus de Stanford. Pour ce TPE, nous allons nous pencher sur une des applications les plus crédibles de l'hypnose, son utilisation comme anesthésie lors d'opérations chirurgicales, car en effet cette technique est déjà utilisée depuis 15 ans en Belgique. Pour ce faire, nous allons nous demander si une sédation intraveineuse minimale associée à une anesthésie par hypnose, donc connue sous le nom d'hypnosédation, et à une anesthésie locale, pouvait bénéfiquement remplacer une anesthésie générale médicamenteuse classique. Pour ce faire, nous avons contacté une des pionnières de l'hypnosédation mondiale, la docteure Marie-Elisabeth Fémonville, qui nous a fourni des documents solides et fiables. Elle nous a très aimablement répondu et nous a envoyé des documents qui ont constitué la base de nos recherches. Nous allons commencer par voir comment ces différentes techniques fonctionnent, le protocole, quelques exemples de molécules utilisées lors d'une anesthésie classique. Ensuite, nous commencerons la comparaison avec l'hypnosédation en nous appuyant sur des éléments scientifiques et des témoignages. Une des substances nécessaires pour l'anesthésie générale sont les analgésiques. Les analgésiques permettent aux patients de ne pas ressentir la douleur en coupant l'information qui monte jusqu'au cerveau. En effet, il faut savoir que la douleur est une information qui se propage du stimulus le long de nerfs grâce à un signal électrique. Une fois ce stimulus arrivé au contact de la colonne vertébrale, il va devoir franchir un espace entre deux neurones. Pour cela, il fait appel à des neurotransmetteurs. Ce sont les petits messagers chimiques qui vont se fixer sur les récepteurs du neurone suivant prévu à cet effet, et ainsi lui communiquer par leur nombre l'intensité du signal électrique à retransmettre jusqu'au cerveau pour que l'information soit conservée. C'était le fonctionnement normal du signal douloureux. Cependant, les dérivés morphiniques, la famille la plus utilisée dans l'anesthésie moderne pour ses propriétés analgésiques, ont un mode d'action qui s'attaque à ces récepteurs. En effet, les molécules de la substance vont venir se fixer sur les récepteurs et ainsi empêcher les messagers neurotransmetteurs de faire passer leur information car ils ne peuvent tout simplement pas s'accrocher aux neurones. Ainsi, le flux d'information est coupé et le cerveau ne sait pas qu'il y a un problème et donc le patient ne réagit pas et ne ressent rien. Ce dérivé morphinique est très couramment utilisé notamment pour les chirurgies longues. Nous pouvons remarquer dans sa représentation topologique un groupe particulier annulide ici. Ce groupe est connu pour ses propriétés analgésiques car vous pouvez par exemple le retrouver dans le paracétamol que vous consommez assez régulièrement dans votre Doliprane. La famille des hypnotiques est aussi utilisée lors de l'anesthésie générale médicamenteuse. Donc, qu'est-ce qu'un hypnotique et à quoi sert-il? Donc, on appelle hypnotique toute substance capable d'induire ou de maintenir le sommeil chez un individu se faisant opérer lors d'une anesthésie générale médicamenteuse. Donc, les types d'hypnotiques varient en fonction du type d'opération. Globalement, les hypnotiques diminuent le débit sanguin, ce qui entraîne une baisse de la pression intracrânienne et ont donc une action rapide sur le système nerveux. En effet, leur but est d'empêcher le message nerveux de passer, comme nous allons l'expliquer tout de suite en prenant l'exemple du propofol. Donc vous pouvez voir ici la formule topologique du propofol ainsi que sa formule brute C12H18O.
Donc le propofol provoque le sommeil en modifiant l'activité du neurotransmetteur GABA et de son récepteur. Et il réduit la sensibilité à la douleur en diminuant le mouvement des messages de la sensation douloureuse dans les nerfs. Il peut ainsi causer une perte de connaissance partielle ou complète par un mécanisme à ce jour mal compris. Enfin, nous allons parler des curares. Les molécules de la famille des curares sont aussi très importantes lors d'une opération. Les curares utilisés en anesthésie n'agissent que sur les muscles striés squelettiques et donc pas sur le cœur. Ils agissent de manière compétitive en bloquant les récepteurs, ce qui empêche les muscles de se contracter en évitant que des instructions passent du système nerveux central aux muscles. Ce blocage agit sur la jonction neuromusculaire, comme nous allons le voir dans l'exemple. Nous allons maintenant voir un exemple de curare couramment utilisé dans des anesthésies, le rocuronium. Le rocuronium contient notamment une molécule d'acétylcholine que nous avons entourée ci-dessous. Ce neurotransmetteur joue un rôle important dans le système nerveux central, notamment dans l'activité musculaire. Cela explique que ce curare ait cet effet relaxant recherché sur les muscles, car l'acétylcholine, en tant que neurotransmetteur dans les jonctions neuromusculaires, est adaptée aux récepteurs situés là, et entraîne avec elle la molécule de curare qui bloque le récepteur ainsi que le message neuromusculaire. L'injection intraveineuse de curare entraîne une paralysie différentielle des muscles. L'injection intramusculaire agit au bout de 15 à 25 minutes, cela dépend. Cette paralysie est utile, voire indispensable à une opération, car cela permet d'entuber et d'opérer sans crainte d'une réaction intempestive des muscles du patient, ce qui pourrait gêner, bien entendu. Malgré cela, il y a quelques effets indésirables. La paralysie qu'ils entraînent rend l'assistance respiratoire indispensable, et cela peut être dangereux en cas de défaillance. Si vous ne connaissez pas encore l'hypnosédation, vous appréhendez peut-être cette nouvelle forme d'anesthésie. Nous allons donc vous expliquer comment une telle opération se déroule, afin de vous rassurer. Donc pour le patient, comment cela se passe ? Premièrement, c'est le chirurgien qui va évoquer avec le patient la possibilité d'effectuer l'opération sous hypnose. Si le patient donne son accord, une consultation pré-anesthésique similaire à celle d'une anesthésie classique va avoir lieu. Antécédents, examen clinique et éventuellement examen supplémentaire. Mais l'anesthésiste va aussi lui expliquer les principes de l'hypnosédation et de son déroulement pour l'impliquer totalement dans le processus. Les mêmes recommandations que pour une anesthésie médicamenteuse s'appliquent, comme par exemple le jeûne préopératoire. Ensuite, le jour de l'opération, une petite dose de calmant, généralement de la prazolam, est administrée au patient. Une fois arrivé en salle d'opération, l'anesthésiste met en place une voie veineuse au patient pour administrer les sédatifs et autres substances en cas d'un incident pendant l'opération qui nécessite le retour à une anesthésie classique. Il installe ensuite le même monitorage que pour une opération normale, c'est-à-dire un électrocardiogramme et des appareils pour mesurer la pression artérielle. L'anesthésiste commence ensuite l'hypnosédation. Il fait choisir au patient un voyage ou un autre souvenir agréable qu'il aimerait revivre et lui demande des détails dessus comme l'époque, les personnes présentes, etc. Les signes montrant que le patient est en état d'hypnose sont une fixation du regard, la fermeture des yeux, puis une relaxation musculaire. Le patient se focalise sur ses pensées et écarte ainsi mentalement tout ce qui se passe dans la salle d'opération, même lorsque sa gorge est en train de se faire ouvrir. La sédation intraveineuse peut maintenant commencer. Généralement avec l'injection d'un bolus hypnotique et une perfusion continue légère d'analgésique, une ambiance musicale relaxante peut aussi être mise en place et l'équipe opératoire doit essayer d'être silencieuse. Donc pas de téléphone, on ne parle pas fort, etc. Les chirurgiens désinfectent ensuite normalement la zone à opérer, puis l'infiltrent avec un anesthésiant local adapté à l'opération. Pendant toute l'opération, l'anesthésiste hypnotiseur vérifie les fonctions vitales du patient, qu'il reste dans son état hypnotique et confortable, et peut ainsi adapter la sédation et l'anesthésie locale. Il prévient ensuite le patient de la fin de l'opération, puis l'amène à reprendre contact avec le monde extérieur tout en gardant le bien-être de son voyage en état d'hypnose. Le patient peut ensuite généralement directement retourner dans sa chambre et recevoir éventuellement un léger analgésique. Nous avons vu comment ces deux types d'anesthésie étaient appliqués et fonctionnaient. Nous pouvons donc commencer la comparaison proprement dite avec un témoignage venant du magazine La Recherche et une étude comparative menée par le docteur Fémonville. Je suis arrivé le matin même de l'opération.
En arrivant, une infirmière m'a donné un calmant puis m'a directement emmené dans une salle d'opération. Une quinzaine de minutes après, Madame Fémonville, le médecin, est arrivé dans la salle d'opération. Elle s'est placée derrière moi et a commencé à me parler d'une voix douce en posant sa main sur mon front. Elle m'a demandé de fixer le plafond si je voyais des taches de couleur apparaître. Au début, je n'y croyais pas du tout, mais petit à petit, des taches ont commencé à apparaître. Ensuite, elle m'a commencé à me demander de me concentrer sur sa voix. Et puis après, je suis parti dans un rêve. J'ai donc fermé les yeux. Mais durant l'opération, j'ai ressenti à une ou deux reprises quelques picotements. Je ne sais pas du tout comment, mais Madame Fémonville s'en est directement rendu compte et a demandé au chirurgien de me donner une anesthésie locale. Du coup, cette opération a été très confortable pour moi. 1h30 après, Madame Fémonville m'a réveillé. Je n'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas du tout eu mal, à ma grande surprise. J'ai juste eu, je ne sais pas pourquoi, très très faim. Ensuite, on est dans une salle de réveil. Et c'est à ce moment précis que je me suis dit que j'avais fait vraiment le bon choix. Parce que les personnes qui avaient subi la même opération que moi, sous anesthésie générale, ressemblaient vraiment à des zombies. Alors que moi, on m'avait juste donné un antidouleur et tout allait bien. Je suis ressorti même à la fin de la journée. Je suis très très satisfait de l'hypnosédation. Nous allons maintenant vous présenter les résultats d'une expérience conduite par 6 docteurs, dont Madame Fémonville, au CHU de Liège en 2000, sur 40 patients. Donc cette expérience a consisté en 2 groupes de 20 patients sélectionnés aléatoirement, qui ont tous subi une ablation d'une partie de la thyroïde. Cependant, un de ces groupes de 20 l'a fait sous hypnosédation, alors que l'autre l'a fait sous anesthésie générale classique. De nombreux paramètres médicaux ont été mesurés pendant et après l'opération, et ils ont été mesurés aussi bien de manière empirique que évalués par les patients. Cela nous permet donc de baser notre comparaison sur de nombreux chiffres que nous allons maintenant vous présenter. Un des principaux avantages de l'hypnosédation vient du fait que la quantité de médicaments ingérés chez le patient est réduite. En effet, de par son influence distrayante, le patient n'est plus plongé dans un coma pharmacologique. La quantité d'analgésiques, d'anxiolytiques et d'hypnotiques est diminuée car il y a besoin seulement d'une anesthésie locale. Donc cette absence de perte de connaissance ainsi que la diminution des substances administrées garantissent des effets secondaires bien moins durables et violents que pour l'anesthésie classique. Ainsi, les avantages du groupe hypnosédation étaient les suivants. Premièrement, une réponse inflammatoire bien moins violente et deuxièmement, des tests hémodynamiques beaucoup plus favorables. Donc, les tests hémodynamiques testent la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Ainsi, nous pouvons voir que dans le groupe anesthésie classique, la modification pendant l'opération de la fréquence cardiaque était de plus ou moins 29,6 BPM en moyenne, donc battements par minute, et que cela tombait à seulement 17 pour l'hypnosédation. Il en est de même pour la pression artérielle où elle était de 50,5 mm de mercure en moyenne en variation pour l'anesthésie classique et de seulement 23,8 pour l'hypnosédation. Et aussi, le taux de nausée était 8 fois plus important dans le groupe anesthésie classique. Cette baisse des effets secondaires permet aux patients de récupérer plus vite avec une meilleure convalescence. En effet, nous pouvons le voir sur ce tableau avec les patients opérés sous hypnosédation qui récupèrent le travail en moyenne en 15 jours. Alors que les patients ayant été opérés pour la même opération avec une anesthésie classique récupèrent le travail en 28 jours. Donc on peut remarquer que l'anesthésie classique a une répercussion sur la vie quotidienne des patients. Et de plus, les hôpitaux font des économies car ils les hébergent et donc du coup les patients opérés sous hypnosédation partent plus vite. De plus, il devient maintenant nécessaire, voire urgent, de trouver une alternative à l'anesthésie classique car la population est de plus en plus vieillissante et l'anesthésie classique pourra avoir des répercussions graves sur l'organisme de ces personnes fragiles. Les patients de cette expérience ont ensuite été amenés à noter 3 paramètres, l'anxiété, la fatigue et la douleur, sur une échelle de 1 à 10, le jour d'après, 10 jours après et 30 jours après l'opération. Et pour tous ces paramètres, c'est l'hypnosédation qui sort gagnante. Ainsi, pour l'anxiété, elle se maintient à un niveau autour d'1,5 sur 10, faible mais existant pour ce groupe, alors que dans le groupe de l'hypnosédation, elle devient rapidement quasi nulle. Pour la fatigue, elle est très élevée pour l'anesthésie classique, de 4,4 sur 10 le premier jour à 3 sur 10 30 jours après, alors que pour l'hypnosédation, elle est 2 fois moindre.
ainsi 1,3 sur 10 après 30 jours. Pour la douleur, donc un paramètre très important, là aussi l'hypnosédation est bien inférieure à l'anesthésie classique, qui atteint un sommeil de 3,4 sur 10 le jour d'après, alors que celui de l'hypnosédation n'est que de 1,2 sur 10. Ensuite, les patients étaient amenés à noter de façon globale leur expérience dans cette opération, et ceux de l'hypnosédation ont accordé une note de 9,5 sur 10, alors que ceux de l'anesthésie classique ont donné seulement 7,2 sur 10, ce qui est quand même un écart assez significatif. En conclusion, nous pouvons dire que cette étude nous offre indiscutablement un net avantage à la nouvelle technique qui est l'hypnosédation par rapport à l'anesthésie classique dans le cadre d'une opération de la thyroïde. Malheureusement, nous arrivons à la fin de ce TPE. Comme nous avons pu le constater lors de notre travail, l'hypnosédation est une alternative crédible et même souhaitable à l'anesthésie générale lorsque c'est possible. Les différences que nous avions vues sur les quantités de médicaments injectés entre ces deux techniques, ainsi que le moindre stress, sont les sources des avantages de l'hypnosédation. Cependant, il ne faut pas oublier que l'hypnosédation n'est possible que dans certaines opérations, par exemple l'ablation de la thyroïde, et ne peut donc miraculeusement pas remplacer l'anesthésie générale médicamenteuse. Merci monsieur et madame le jury. Et à bientôt.